C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes. Et nous accompagne ce soir sur ce plateau Richard Verly, qui est correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Bonsoir. Richard. Pierre Sautreuil, que vous ne connaissez pas, qui est journaliste au service international de La Croix. Bonsoir Pierre, on va découvrir les unes de La Croix d'ailleurs ce soir. Peut-être le quotidien, oui, voilà, concernant la mucoviscidose. Et puis l'hebdo, lui, est consacré, là aussi, c'est sanitaire, médical, au Covid, puisque on vient de marquer les 5 ans et donc les conséquences sur les adolescents pendant le Covid. Avec nous aussi sur ce plateau, Gaëtz Minassian. Bonsoir Gaëtz. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po. Et puis c'est Nicolas Vado qui nous accompagne pour Cartooning for Peace. Vous êtes dessinateur de presse et donc vous avez fait une belle sélection, je crois, J'espère. Si elle l'est toujours, ne vous minimisez pas Nicolas. Allez, voyons ce qui va occuper nos échanges ce soir. L'Ukraine et les efforts de Donald Trump. Mais rien ne semble faire fléchir Vladimir Poutine. Que faut-il ? Pendant ce temps, les attaques massives de drones se poursuivent de part et d'autre. Londres a rassemblé jeudi les chefs militaires d'une trentaine de pays. La trêve précaire au Proche-Orient n'est plus. La guerre et ses morts. La détresse des familles dans la bande de Gaza a repris. L'incertitude pour les otages détenus par le Hamas aussi. Comment expliquer cette impulsion de Benyamin Netanyahou ? Il a été critiqué d'ailleurs par le président israélien qui s'inquiète du clivage créé au sein de la société israélienne. En cette semaine de la francophonie, 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont annoncé leur sortie de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Une annonce qui fait écho à la volonté de plusieurs pays africains d'affirmer leur souveraineté face à la France. C'est ce que nous aborderons tout à l'heure. Mais avant cela, les échanges se sont donc déroulés au plus haut niveau cette semaine pour trouver un accord de trêve en Ukraine. Échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, puis entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Pour quel résultat ? Non, continue de répondre Vladimir Poutine, pas tant qu'il y aura des troupes ukrainiennes dans la région de Koursk. Une trentaine de pays, je vous le disais en titre, se sont réunis à Londres pour discuter d'un plan de maintien de la paix. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie européenne, puis Volodymyr Zelensky. En ces temps turbulents, nous devons travailler en étroite collaboration avec les partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. Il y a de nombreuses questions à travers le monde pour lesquelles notre coopération est, à mon avis, essentielle. Vous avez énuméré tous ces domaines où nous coopérons, échangeons des informations, mais aussi nos données politiques. Et je pense qu'il y a encore beaucoup plus à faire. Hier soir, une autre frappe russe a frappé nos infrastructures énergétiques. En Ukraine, nous y sommes confrontés jour et nuit, vous le savez. Et malgré les propos de Poutine qui se dit prêt à mettre fin aux attaques, rien n'a changé. Bon, une semaine encore très active, Gates. Où en sommes-nous concrètement ? Si on le savait. Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question, j'essaye de le discerner. Non, on est dans les dispositions d'un processus diplomatique qui a commencé et chacun essaye non pas de se mettre uniquement en position de force, mais essaye d'apporter des paramètres au sein même du processus de discussion. Donc c'est une affaire avec au moins 4 acteurs. On a l'Ukraine, bien sûr. On a la Russie, on a les États-Unis, on a l'Union européenne. Mais dans la négociation pure, il n'y a que 3 acteurs. Il y a l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. L'Europe n'y est pas. Et dans cette négociation à 3, il y en a vraiment 2 qui essayent de jouer la balle entre eux pour éviter que le troisième, l'Ukraine, ait son mot à dire. Donc c'est la Russie et les États-Unis. Donc on a un processus avec différents niveaux et chacun se dit... Je ne suis pas dans le groupe de 2, donc je veux faire attention. Je ne suis pas dans le groupe de 3, je dois faire attention. Mais ceux qui sont dans le groupe de 2 se disent, étant donné qu'il y en a 2 dehors, je dois aussi tenir compte de ce qu'ils veulent faire. Et quand on est 3, les 3 se disent, il y en a encore un dehors, donc je dois aussi tenir compte de ce qu'il va faire. Et donc on est dans un jeu où le format n'est pas encore bien défini. On sait qu'il y a un processus de négociation. On sait qu'il y a au bout une trêve, un cessez-le-feu, mettez le mot que vous voulez, qui peut être en plus progressif et qui peut être localisé. Et là-dessus, vous avez la difficulté d'avoir un format, un cadre normatif, au-delà du droit international, des pratiques classiques et de la diplomatie. Sinon, rien.
Et ce qu'on observe, Pierre, c'est que semaine après semaine, les ambitions sont revues à la baisse. Là, cette semaine, on ne parle plus que d'enjeux énergétiques, alors qu'on parlait d'une trêve aérienne et maritime la semaine dernière. Enfin, à chaque fois, ça semble redescendre d'un cran. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Là, en fait, on est dans une espèce de jeu de position où chacun essaye de se placer, de pousser l'autre à la faute. Ce qui est très intéressant, en fait, dans cette espèce de ping-pong qu'on a vu, où un coup Trump appelle Poutine. On avait dit, auparavant, juste avant, il y avait eu la proposition des Américains et des Ukrainiens qui devait être portée par Trump, en disant, voilà, on propose une trêve de 30 jours. Poutine se retrouve avec ça, on dit, la balle est dans son camp. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, oui, certes. Parce qu'il veut dire non. Mais non, en fait, il a pas d'intérêt à un cessez-le-feu a priori dans l'immédiat, mais il doit trouver une manière de repousser ça plus loin sans paraître être de trop mauvaise volonté, parce que le jeu actuellement, en fait, c'est de paraître de bonne volonté auprès de Donald Trump, pour ne pas s'attirer ses foudres, ne pas se l'aliéner, quoi. Et à ce jeu, en fait, jusqu'à maintenant, c'est surtout les Ukrainiens qui ont pris la foudre. Et qui la prennent avec les attaques de drones qui sont quand même assez massives là, depuis une semaine, depuis quelques jours. Oui, tout à fait, mais je veux dire plutôt du côté de la part des Américains. C'est-à-dire ce qu'on a vu qui était quand même sensationnel, c'était la fin de l'aide militaire et la fin du partage de renseignements américains à Kiev. Et ça faisait partie des pires scénarios possibles. Et là, on l'a vu. Alors, ça n'a duré que quelques jours. Là, on pourrait dire presque, retour à la normale. Et de manière encore assez surprenante, quand on regarde la dispute qui a eu lieu dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump, là, tout à coup, en fait, c'est comme si Zelensky avait trouvé une manière de parler avec Trump. Quand on regarde les comptes rendus de l'échange téléphonique récent entre Trump et Zelensky, c'est de la flatterie sur les envois de missiles Javelin en 2017. Enfin, le ton a changé et tout à coup, ils ont retrouvé une manière de se parler. Maintenant, il ne s'est pas rien passé au niveau de l'Union européenne, parce que cette coupure-là, en fait, elle a provoqué un électrochoc total. Donc, ce n'est pas juste un retour au statu quo ante, c'est ce qui s'est passé là pour l'Europe est majeur, quoi. C'est-à-dire, ils se disent, OK, il y a un changement de paradigme dans le sens où on pensait pouvoir acheter la protection américaine pour peu qu'on leur achète du gaz et des armes, ce qui était un paradigme assez partagé sur le flanc est de l'Europe. Ah, tout à coup, on réalise que non. On voit les Polonais se poser la question de changer de parapluie nucléaire. C'est majeur. C'est vrai, Richard, que là, l'Union européenne a surpris ces dernières semaines en se mobilisant. Et malgré tout, on a quand même l'impression d'aller de sommet en sommet. Et à chaque sommet, il y a à nouveau un pays qui affirme son désaccord avec ce que décident les autres. Là, par exemple, c'est l'Italie et l'Espagne qui disent « Attendez, nous, on ne veut pas parler de réarmement, vous allez un petit peu trop loin. » Certes, il y a une mobilisation des Européens, mais une mobilisation, pourquoi exactement ? On a quand même du mal à le définir. Oui, parce qu'il y a une évidence, et je nuancerai un petit peu ce que disait Gaïd, c'est-à-dire, il y a une évidence, c'est qu'à la fin, tout se terminera dans un bureau à huis clos entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc c'est quand même une part d'incertitude énorme. Qu'est-ce que ces deux hommes se diront lorsqu'ils seront ensemble ? Parce que la rencontre aura lieu, on peut faire confiance à Donald Trump, il la veut. Ça veut dire que le sort de l'Ukraine et quelque part le sort de l'Europe est suspendu à la conversation qu'ils auront. Et pour arriver à cette conversation, alors là, Gaïtz a tout à fait raison, c'est tout ce jeu qui est en train de se mettre en place. En ce qui concerne l'Europe, moi, je retiens de ce qui s'est passé cette semaine deux choses. D'abord, le calendrier est favorable aux Européens, parce que le fait que cette conversation entre Trump et Poutine n'ait pas abouti sur grand-chose, elle donne aux Européens un moment où ils peuvent s'introduire dans le jeu et matérialiser les garanties de sécurité qu'ils réclament pour l'Ukraine. On sait qu'avec Donald Trump, la seule chose qui compte, c'est ce que vous mettez sur la table. C'est pas vos idées, c'est pas vos concepts, c'est ce que vous mettez, soit en termes d'argent, soit en termes de matériel. Qu'est-ce que les Européens peuvent mettre maintenant? Emmanuel Macron a pris l'initiative d'une nouvelle rencontre jeudi prochain à Paris avec le président Zelensky. Ce qui est certain, c'est que si les Européens ne matérialisent pas ces garanties de sécurité en disant voilà ce qu'on est prêt à faire et on est prêt à le faire maintenant, eh bien Donald Trump en tirera les conséquences. Ces gens ne sont pas fiables, donc je peux m'en passer. Je peux m'en passer autour de la table et je peux m'en passer dans mes discussions avec Poutine. Ensuite, sur la victoire de Poutine, qui est un peu le consensus médiatique actuel selon lequel il serait le maître du jeu. Moi, je pose encore la question.
est-ce que Trump ne va pas s'énerver ? Parce que Trump, il veut être le vainqueur de cette passe d'armes avec Poutine. Ça lui coûte cher vis-à-vis de ses électeurs aussi. Absolument. Trump, il est le patron. Il se vit comme le patron. Il veut imposer sa paix. Et voir que Poutine est en train peut-être de se jouer de lui, voir qu'on se moque de lui en Russie, si j'ai bien lu les comptes rendus de médias, je ne suis pas sûr qu'il va apprécier. Et donc peut-être que par un concours de circonstances, les négociations reprennent, sauf erreur, dimanche ou lundi en Arabie Saoudite entre Russes et Américains. On va peut-être voir Trump s'appuyer davantage sur son administration, laquelle regarde les rapports de force et plaide quand même pour soutenir l'Ukraine. Et la part, je dirais, du personnel, de l'individualisme de Trump va peut-être se dissiper parce qu'il se rend compte que Poutine est plus dur à cuire qu'il ne le pensait. Et c'est ce que dit Emmanuel Macron, Gaël, d'ailleurs, en disant « Poutine ne veut pas la paix, soyons clairs ». Justement, Richard, j'entends ce que tu dis, mais à cette heure, il est très difficile de savoir quel va être le dénouement. Tu dis qu'à la fin des fins, il y aura un tête-à-tête Poutine-Trump. Je suis désolé, Richard, on n'en sait rien aujourd'hui. On ne sait rien parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de se réveiller. Je dis bien qu'elle est en train de se réveiller. Et aujourd'hui, la question ukrainienne n'est pas uniquement une question de solidarité avec Zelensky du côté européen. Il y a deux agendas quelque part du côté européen dans cette affaire ukrainienne. Il y a effectivement continuer la solidarité avec l'Ukraine, mais il y a aussi la sécurité européenne. C'est vrai. Et il faut petit à petit distinguer les deux. Même si quelque part l'Ukraine fait déjà partie du périmètre sécuritaire de l'Union européenne, par évidence, et par, je dirais, intérêt, mais l'Europe va compter de plus en plus demain, si l'Union européenne ou des pays membres de l'Union européenne, avec d'autres pays membres de l'OTAN, envoient une force, mettons le mot qu'on veut, d'interposition, je ne pense pas, mais d'observation ou dans les zones non conflictuelles, en Ukraine, ça va changer la donne. Parce que l'intérêt de l'Europe dans cette affaire, ce n'est pas uniquement la sécurité, alors là c'est un troisième volet, c'est de participer aux négociations diplomatiques. Donc il faut le faire. Oui, mais justement, on est bien d'accord, il faut le faire. Et en plus, les Européens sont, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés d'augmenter leur budget, de changer leur politique industrie de défense, etc. Tout ça, on le sait. C'est sur la table, c'est là. Et je pense que le couple franco-allemand a raison de prendre, avec d'autres pays, mais surtout franco-allemand, a raison de prendre le leadership dans cette affaire, parce qu'il en va de la sécurité des Européens. Donc, vous avez la volonté européenne de protéger l'Ukraine, la volonté européenne d'avoir sa propre, je dirais, doctrine de sécurité, mais aussi sa volonté à Bruxelles, enfin, on va dire aux Européens, d'être partie prenante du processus diplomatique. Or, ce n'est pas le cas. Les négociations ont lieu soit au-dessus de l'Europe, soit à Riyad. Je veux dire, c'est invraisemblable pour deux pays membres permanents du Conseil de sécurité européen et une puissance comme l'Allemagne de voir qu'à sa porte, eh bien, vous n'êtes pas les bienvenus et la négociation se situe ailleurs, très loin de l'Europe. Même entre eux, quand les Européens se sont rassemblés à Londres, ils n'ont pas invité les pays baltes. Donc il y a aussi des erreurs qui sont commises au sein même de l'Union européenne vis-à-vis des voisins européens. Je pense que c'est intra-européen. L'autre, c'est vraiment une volonté d'écarter l'Europe. Et je reste sur ma position, c'est-à-dire que tout en écoutant ce que dit Richard, parce qu'il faut toujours écouter Richard, mais je pense que c'est très difficile, Richard, de dire dès maintenant qu'à la fin des fins, il y aura ça, parce que l'Europe va jouer de plus en plus son petit refrain. Au point de faire dérailler un éventuel sommet Trump-Poutine. Non, pas au point de faire dérailler, au point de participer. Parce que, il faut l'espérer. Je ne vois pas autre chose pour les Européens. Les Européens veulent la paix, mais ils ne veulent pas qu'une paix se fasse sans eux. C'est différent. Pierre, pour la Croix. Moi, je constate qu'il y a quand même un certain nombre de cartes en main des Européens, de facteurs bloquants. C'est-à-dire, quand on regarde l'aide militaire qui est fournie et dont Poutine demande la cessation en préalable d'un cessez-le-feu, il peut très bien porter cette exigence auprès de Trump, mais ça ne va pas nécessairement convaincre les Européens. Or, quand on regarde la trajectoire de l'aide militaire européenne, pendant un moment, on disait qu'il y a une répartition du travail, c'est les Européens donnent l'argent, abondent le budget civil et les Américains envoient de l'aide militaire. Maintenant, c'est plutôt ça le cas. Quand on regarde la production d'obus, les envois d'obus, enfin, c'est considérable. On passe devant, en fait. La production d'obus, en Europe, elle est croissante. Et elle va continuer de croître. Donc, si les pays européens veulent continuer à livrer de l'armement à l'Ukraine, on a une place à la table. Enfin, je veux dire, à moins que tout à coup, Trump commence à ouvrir les enfers sous nos pieds. Mais ça va être
me semble, s'il pouvait rechigner à mettre la pression sur la Russie, ça me semble aussi compliqué d'exercer de la pression sur l'Europe pour qu'elle cesse son aide, qu'elle soit financière ou militaire, à l'Ukraine. Donc, moi, je serais peut-être moins catégorique là-dessus. Je dirais qu'il y a des facteurs qui font que de toute façon, on ne pourra pas, il ne peut pas y avoir une résolution négociée de ce conflit sans que l'Europe intervienne à terme. Moi, je suis d'accord avec cette position. Ouais. On va passer au dessin, Nicolas. Qu'est-ce que ça a inspiré? C'est vrai que c'est presque difficile de se renouveler tant on a l'impression que les choses se répètent à des niveaux minimisés depuis plusieurs Non, c'est semaines. pas difficile de se renouveler parce que l'actualité se renouvelle Vous êtes tous les jours talentueux, les et même dessinateurs sont talentueux. plusieurs fois au cours de la journée. Je vais commencer par un dessin de Kak, le dessinateur de l'opinion, qui est le président de Cartooning for Peace, qu'on va voir, que je trouve très drôle. On voit dans Jéru, Zelensky tente de convaincre Vladimir Poutine, autoritaire, menteur, violent, anti-média, rétrograde, viriliste, et d'autres qui ajoutent parle plutôt de ses défauts. Je trouve que c'est un dessin qui est très très drôle. En plus, on ne voit pas le regard de Trump, mais on peut l'imaginer. Plus on imagine, moins on montre, mieux c'est. Toujours avec ce petit pansement sur l'oreille aussi. Voilà. Je continue avec un dessin beaucoup plus dur de Ramsès, qui est un dessinateur cubain et qui voit les deux. Vous avez l'Ukraine divisée en deux, vous avez Trumpia d'un côté et Poutinia de l'autre. Et vous voyez le téléphone rouge qui va me faire le lien avec les 3 dessins suivants qui sont une variation sur le même thème. Je commence par ce dessin de Chapat. Oh là là. Et vous voyez, et je vais continuer avec le dessin de Gargalo qu'on va pouvoir voir. Voilà. Et je termine avec le mien. Ces dessins sont tous parus le même jour. Alors moi, j'ai rajouté en plus un peu de texte parce qu'on parle de futur Yalta, que je trouve ça d'un cynisme épouvantable parce qu'on oublie que Yalta, c'est en Ukraine. Donc ça pourrait être un Yalta qui serait dans les nouvelles terres russes. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous remarquez qu'on a tous les trois, sans se concerter, puisqu'on habite à différents endroits, et il y en avait d'autres derrière nous, à différents endroits de la planète, nous avons mis le téléphone rouge, qui est le lien qu'on a dans les James Bond entre Moscou et Washington. Mais il n'y a pas de combiné entre les deux, et vous noterez que dans les 3 dessins, l'Union européenne est absente. Ben voilà, on revient. Voilà. Vous venez conclure ce que l'on vient de dire pendant 15 minutes. On va parler à présent du Proche-Orient et revenons sur ces images dans la bande de Gaza, des images qu'on ne voulait plus revoir, ces familles qui fuient, qui ne savent plus où aller, des axes de circulation à nouveau coupés par l'armée. Depuis quelques jours, donc, Israël a repris les bombardements sur le territoire et le bilan est lourd, plus de 500 morts selon la défense civile de la bande de Gaza. Il y a des dizaines de personnes portées disparues. Pour quel objectif? Le président israélien lui-même a questionné cette nouvelle offensive. Je vous propose de l'écouter. Il est impossible de ne pas être profondément troublé par la dure réalité qui se déroule sous nos yeux. Des milliers d'appels aux services de réserve ont récemment été lancés. Il est inconcevable d'envoyer nos fils au front tout en faisant avancer des initiatives controversées qui créent de profonds clivages au sein de notre nation. Il est impensable de reprendre le combat tout en poursuivant la mission sacrée de ramener nos otages. Richard, c'est rare d'entendre le président israélien critiquer le chef de gouvernement, même indirectement. Oui, d'autant que s'ajoute à ça la polémique autour du limogeage du chef du Shin Bet, et je crois que la justice israélienne, la Cour suprême, si je ne me trompe pas, s'y oppose. Effectivement, écoutez, Benjamin Netanyahou reprend la guerre parce qu'on sait depuis le début que la guerre est son meilleur argument politique. C'est son meilleur argument politique pour se maintenir au pouvoir, c'est ce meilleur argument politique pour rassembler la coalition de toutes les droites, puisqu'une partie de l'extrême droite qui avait quitté le gouvernement a été réintégrée, et c'est sans doute ce qu'il voit aussi comme son meilleur argument politique pour s'arrimer à Donald Trump, dont il faut redire que le projet c'est d'expulser les Palestiniens de Gaza. C'est ce qu'il a dit, Donald Trump. Les Palestiniens dehors et je transformerai Gaza en Riviera. Et là, c'est ce que dit son ministre de la Défense, en disant on est là pour occuper, pour reprendre des pans du territoire. Donc à partir de ce moment-là, je vois... Alors, moi, je ne suis pas un expert du Proche-Orient, mais je ne vois vraiment pas comment les pays arabes, malgré leurs initiatives, malgré ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont proposé un plan alternatif pour Gaza, à quel moment on peut arrêter cela, parce qu'on a vraiment l'impression d'une machine infernale, désormais. Peut-être, et on l'a dit beaucoup depuis le début de ce conflit, que c'est en Israël, au sein de la société israélienne, que les choses peuvent évoluer, parce que les Israéliens
ont compris que cet engrenage de la guerre, en tout cas une bonne partie d'entre eux, cet engrenage de la guerre ne menait nulle part. Mais aujourd'hui, cette semaine-là ne peut être qu'une semaine d'effroyable pessimisme. C'est vrai qu'il y a un constat, Pierre, d'impuissance cette semaine. Oui, totalement. Je partage ce qui a été dit. Encore une fois, il y a peu de choses à ajouter en vérité, c'est-à-dire que oui, il y a quasiment une fuite en avant de Netanyahou face à des problématiques qui sont surtout d'ordre intérieur. C'est-à-dire, il dit on reprend la guerre parce que les libérations d'otages n'avancent pas comme nous le souhaitons, mais c'est durant les trêves en fait que le plus d'otages ont été libérés. C'est pas durant les combats quand ils en ont libéré quelques-uns, et même je voyais ça tout à l'heure, même une otage qui a été libérée au cours d'une opération militaire et non au cours d'une trêve disait non, c'est inadmissible, il ne faut pas faire ça. Les familles des otages sont horrifiées par ce qui se passe, c'est très marquant. Il y a des sondages qui disent que le soutien de Netanyahou et de son gouvernement est au plus bas. Je crois que c'était 75% qui n'ont plus confiance. Enfin, il y a une situation interne en fait qui est véritablement, semble-t-il, la raison fondamentale de la reprise des combats. Il fallait ramener Itamar Ben-Gvir dans la coalition. Enfin, Netanyahou a cédé sur un certain nombre de points pour le ramener dans sa coalition. Donc oui, c'est vraiment, comme le disait Richard, c'est consolider cette coalition d'extrême droite qui se radicalise à mesure que les lignes de fracture s'accroissent dans la société. Mais Gaït, est-ce que Benjamin Netanyahou est réellement, avec le soutien de Donald Trump, intouchable, ou est-ce qu'effectivement, avec une pression de la justice israélienne, ça reste une démocratie Israël, avec des contre-pouvoirs, contrairement aux États-Unis qui commencent à fléchir. Est-ce que là, il y a une capacité à faire tomber Benjamin Netanyahou, parce que c'est lui qui tient tout ça? Alors moi, je ne suis pas dans la tête de Benjamin Netanyahou, mais ce que je vois, c'est que... Ça vaut mieux. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas lire dans le mar de café et je vais pas être... Je vais être en analysant factuel, en analysant la situation. Benjamin Netanyahou, c'est un homme de guerre. C'est quelqu'un qui veut écraser le Hamas et qui a vu lors des échanges, dans des scènes parfois, et même souvent macabres, sordides, qui a vu que l'infrastructure du Hamas était toujours debout. Et ça, c'est important pour Israël, pour Tsahal et pour Netanyahou. C'est-à-dire que plus d'1 an et demi de fortes représailles, de bombardements, etc., pour un résultat qui est humanitairement catastrophique, on l'a vu, et tant de vies perdues et sacrifiées. Mais de l'autre côté, l'infrastructure de Hamas est toujours là. Donc il y a un problème sécuritaire pour Israël. Deuxièmement, effectivement, le facteur Trump a encouragé quelque part les durs du régime israélien à intensifier ce qui se passe depuis quelques jours avec la violation de la trêve quelque part. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi une volonté peut-être de certains milieux les plus extrémistes en Israël de partage de Gaza. Pas uniquement une ligne pour dire on se sépare et on est... de partage. Et une évacuation de population, ça commence d'abord par un partage. Donc j'ai peur de ça. Et donc, comme la Ligue arabe n'a aucun poids dans la région, comme Netanyahou ne va écouter que quelque part que Trump, et encore, et comme les opinions publiques israéliennes, oui, on ne sait pas trop, un coup c'est bien, on a libéré les otages, de l'autre côté, c'est pas bien, il faut quand même continuer à en libérer plus. Donc, c'est assez fluctuant. Et je pense que le président Herzog en Israël veut apporter justement autre chose qu'une escalade. Il veut apporter, là aussi, il veut ouvrir une voie diplomatique pour dire mais c'est vers là qu'il faut aller et pas vers, je dirais, l'engrenage. Et il dit notamment il déplore que des milliers de réservistes aient été appelés récemment. Il est inconcevable d'envoyer nos fils au front tout en promouvant des initiatives controversées qui créent de profonds clivages au sein de notre nation. Là, il est en train de dire arrêtez de sacrifier nos militaires qui sont mobilisés depuis 1 an et demi déjà sur une bataille qu'on ne comprend plus. Ça me paraît évident parce que la paix de Carthage, ça n'existe pas. Hein, on détruit tout, c'est un peu ce qui c'est. Ça n'existe pas, la paix de Carthage. La paix de punition, la paix d'humiliation, ça ne marche plus. Ça n'a jamais marché finalement. Mais donc, on a retenu l'expression. Et je pense que le président Herzog se dit, je dois préparer l'avenir. Quelque part, il y a quand même des otages, il y a quand même des populations israéliennes qui veulent vivre, etc. Il y a aussi des problèmes sociaux en Israël. Et donc, il faut préparer l'avenir. Mais on a affaire à une autre logique du côté de Netanyahou qui est, à mon avis, différente parce qu'il est déjà dans le sillage, voire parallèle à Trump, cette idée peut-être du partage, je répète,
et d'évacuation, et il a un autre plan. Et Herzog, il est sur une autre diplomatie plus classique, en essayant de préparer l'avenir. Il y en a un qui frappe le présent et l'autre qui prépare l'avenir. Et comme vous le disiez, Richard, il y en a un aussi qui se protège lui-même de toutes ces affaires. Là, il parle aussi il veut faire tomber aussi la procureure générale, donc qui est à l'origine de cette décision de la Cour suprême de geler l'annonce du limogeage du chef de la sécurité intérieure. Bref, lui essaye de bloquer toutes les personnes qui pourraient le bloquer. On parlait de l'autre aspect diplomatique, vous évoquiez les pays arabes. Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait au Caire début avril. C'est vrai que, voilà, on se demande pourquoi, effectivement, puisqu'un plan a été adopté, vous l'avez évoqué la semaine dernière, et ça n'a rien changé. Il y a aussi les actions militaires israéliennes en Cisjordanie, il faut les prendre en compte. Se poursuivre. Et puis ce front au Yémen qui s'est intensifié avec l'aide des États-Unis. Tout donne quand même l'impression d'un rouleau compresseur de l'extrême droite israélien qui est à l'œuvre et qui aujourd'hui a toutes les conditions pour se poursuivre, d'autant qu'elle peut, cette extrême droite israélienne, se légitimer avec les images qu'on a vues de ces commandos du Hamas plastronnant lors de la libération des otages, on s'en souvient tous. Et je dirais, ce qui est terrible, j'ai pas en tête, pardonnez-moi, le nombre des otages qui demeurent, mais j'ai compris que parmi ces otages, il y a en fait surtout des dépouilles maintenant, une trentaine de dépouilles, et désolé de le dire ainsi, mais la politique est faite que pour Netanyahou, les dépouilles, c'est moins important que des otages vivants. Et donc plus le nombre d'otages vivants à libérer diminue, plus sa capacité à faire ce qu'il veut s'accroît. Pierre, je parlais de ce front au Yémen. C'est vrai qu'on a vu que ça fait un an et demi qu'il y a différents fronts qui se sont ouverts, le Liban, le Yémen. Là, il y a une intensification aussi. On sait que Donald Trump apporte tout son soutien pour lutter contre tous, finalement, les proxys de l'Iran qui œuvrent aujourd'hui contre Israël. Et donc, c'est derrière ça, finalement, que se couvre Benyamin Netanyahou. Oui, tout à fait. Il y a effectivement un soutien franc qui a été apporté à la reprise des hostilités et dont d'ailleurs se sont prévalus Netanyahou et son gouvernement en disant voilà, on a l'imprimatur Trump, on peut y aller. Il est notable effectivement que la reprise des combats à Gaza reprend. Ça coïncide avec un calendrier intérieur. Il y avait le vote du budget à la fin mars qui posait une contrainte importante. Si ce budget n'était pas voté, on risquait de nouvelles élections en fait. Et par ailleurs, il y a aussi la fin de l'opération au Liban, qui là, tout à coup, ramène des ressources qui peuvent être dirigées vers Gaza et également vers le Yémen. Enfin, ils n'ont pas encore quitté le Liban. C'est vrai que c'est ce que demande notamment le chef de la diplomatie libanaise. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont quand même très présents sur le territoire libanais. Tout à fait. Et pour faire le lien avec le premier thème qu'on a abordé, quelque chose que je note, en fait, c'est que c'est la centralité du dossier iranien là-dedans. C'est-à-dire... ce qu'ont mis en avant les Russes suite aux négociations, suite à l'appel téléphonique entre Trump et Poutine, c'est une possibilité de s'entendre sur des dossiers internationaux, sur des dossiers globaux. C'est-à-dire, en gros, on s'arrange sur l'Ukraine avec ma version. En revanche, je peux apporter mon concours sur un certain nombre de dossiers globaux. Et ce qu'il listait, c'était tout fléché vers l'Iran. C'était la mer Noire, la mer Rouge, la non-prolifération, la réduction des tensions, enfin tout ça indique une volonté de collaborer sur le dossier iranien. Et donc moi je serais très curieux de voir comment ça va évoluer à terme, ça peut intéresser Trump et potentiellement quelle espèce de ricochet ça peut avoir sur le dossier israélien. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant ça ne bouge pas. Et quand bien même Vladimir Poutine a intérêt à et appelle à une baisse des violences dans ce conflit israélo-palestinien, il ne pèse pas au final grand-chose. En fait, c'est à la main de Donald Trump. On parlait du Yémen à l'instant, on apprend que selon un média des rebelles Houthis, il y aurait des frappes au Yémen, donc des frappes qui, depuis une semaine, sont plutôt des frappes américaines. Concernant la place de l'Iran, Gates, dans ce dossier au Proche-Orient, c'est vrai qu'en fait, ce que l'on observe, c'est que les feux s'allument de plus en plus partout dans le monde et qu'il y a des points de convergence, en fait. Comme s'il y avait une nouvelle tectonique qui se mettait en place dans le jeu politique. Alors,
J'ai pas bien compris la question. Justement, les enjeux avec le Proche-Orient, les enjeux avec l'Iran qui est derrière, avec la Russie aussi qui essaye d'intervenir concernant les sanctions, concernant la place de l'Iran. C'est vrai qu'on sent qu'il y a des choses qui ont bougé et que effectivement la position de Donald Trump n'est pas très claire puisqu'il se positionne par rapport à lui-même avant tout et par rapport à ses électeurs et donc chaque alliance est potentiellement prête à se défaire. Il n'y a qu'une alliance aujourd'hui, c'est l'OTAN. Il n'y en a pas d'autre, déjà d'une. Alliance Atlantique. Voilà. Il y a d'autres, je dirais, partenariats stratégiques, comme par exemple la Russie et la Corée du Nord, ou d'autres pays. Mais fondamentalement, il n'y a qu'une seule alliance, c'est l'OTAN. La question iranienne est centrale parce que, quelque part, l'Iran intervient dans différentes, je dirais, zones géographiques primordiales. L'Iran, c'est le Proche-Orient, pas très loin de l'Europe. L'Iran, c'est la Russie et l'Asie centrale. Et l'Iran, c'est l'Indo-Pacifique. Et tout ça fait que, effectivement, le facteur iranien est fondamental pour comprendre, je dirais, la paix mondiale. Je vous rappelle juste, petite parenthèse, si on a gagné en 1945 la guerre contre les nazis, c'est parce qu'on a utilisé l'Iran comme un pont du ravitaillement. Il y a un très bon bouquin de la famille Pahlavi, père et fils, qui s'appelle « Le pont de la victoire ». Et c'est pour dire que vous contrôlez l'Iran, vous avez le dénouement, l'issue de la guerre de 1945. Et c'est pour ça que Hitler voulait absolument frapper l'Iran pour casser le ravitaillement allié à la Russie. Donc tout ça, ça reste dans l'histoire. Et ça reste aujourd'hui. Et aujourd'hui même, vous avez différentes approches, puisque vous parlez d'un point de vue global. Les Américains ne veulent plus du multilatéralisme, ils veulent du bilatéralisme. Les Russes disent « vous voulez pas de moi, moi je vais tout casser ». Tant que vous ne voudrez pas de moi, je veux tout casser. Les Chinois disent, et je l'avais déjà dit, mais je le répète, et à mon avis, c'est ce qu'ils veulent, on est d'accord avec le multilatéralisme, mais on va prendre le dictionnaire, on va garder les occurrences et on va retirer les définitions et on va mettre les nôtres. Les Indiens disent, il y a des nœuds partout dans le monde, on va se mettre dedans et ça va être notre politique du multi-alignement, mais on garde le multilatéralisme, mais avec les nœuds, comme ça on est confortablement installé et on attend. Et les seuls qui veulent défendre le multilatéralisme, le système tel qu'il est, c'est l'Union européenne, qui a tout intérêt, parce que c'est ce qui convient le mieux pour leur position, leur intérêt et leur place dans le monde, et leurs limites aussi, mais aussi l'Iran. Paradoxalement, l'Iran est pour le respect du droit international, parce que l'Iran se sent menacé, alors que l'Iran passe son temps à menacer les autres, et on l'a vu pendant X années. Et aujourd'hui, l'Iran se dit, moi je suis pour le respect du droit international, je suis pour le respect du multilatéralisme, mais en même temps, je ne veux rien lâcher quand on me parle de négocier sur la bombe nucléaire ou sur je ne sais quoi, sur mon influence. Mais l'influence, l'Iran l'a perdue avec ce qui s'est passé à Gaza, Liban et Syrie. Et le prochain, c'est peut-être le Yémen. Mais je pense que, pour finir là-dessus, rien ne peut se faire dans la pacification sans l'Iran dans la région. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Gaëtz. Nicolas? Je vais commencer par un dessin de Michel Kishka qui résume un peu tout ce qui vient d'être dit. Michel Kishka est dessinateur israélien, il vit à Jérusalem. Il se trouve que je suis en contact très souvent avec lui et il me donne des éclairages qui sont intéressants. Il m'a notamment dit que jamais les otages n'auraient pu être libérés sans la pression de la population israélienne contre Benyamin Netanyahou. Et ça, c'est très important, et ce n'est pas forcément une lecture qu'on a ici, mais il faut bien comprendre que une grande partie de la population israélienne, de plus en plus, déteste Netanyahou et comprend bien que cette guerre ne mènera nulle part, parce que Netanyahou, comme ça a été dit tout à l'heure, il a besoin que le conflit continue pour éviter ses problèmes avec la justice, et il se fout complètement des otages, il a besoin de continuer la guerre. Et donc ce dessin est très important parce que, vous voyez, comme il dessine tous les gens de manière très digne, et ça montre que cette société israélienne n'est pas du tout monolithique derrière. C'est pas une masse, ce sont des individus. C'est pas une masse, ce sont des gens, et il dessine les gens. Je vais montrer deux dessins de Emma Dajash, qui est un dessinateur jordanien. C'est un dessin qui est très beau, tout en étant très dur. Vous voyez ce que donne le crâne. Alors, je ne sais pas s'il a fait une référence à l'Ukraine derrière ou pas, mais moi, ça m'a fait faire une référence à l'Ukraine avec les couleurs du drapeau ukrainien. C'est un dessin qui est très dur, mais qui est très beau. Vous voyez l'ombre portée, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on imagine alors qu'on ne voit pas dans le dessin. Et un autre dessin de Emma Dajash
qui met un peu de temps à comprendre, mais qui est en fait très bien, on va le voir, j'espère. Non, ça c'est Suite Dilemme, je voudrais qu'on voit celui d'Emma Dajaj. Voilà. Vous voyez, la casquette de Netanyahou, en fait, c'est la colombe de la paix. Et vous voyez que la colombe de la paix lui fait dessus. Et le pauvre Netanyahou, le pauvre, je mets des guillemets évidemment, ne sait pas quoi faire avec cette colombe qui commence à être plus forte que lui dans les demandes de paix. Et puis je termine par un dessin rigolo de Dilemme, dessinateur algérien bien connu. Netanyahou a été convoqué chez le juge. À chaque fois qu'il y a des bombardements à Gaza, c'est quand il est convoqué chez le juge. Comme quoi, on peut même arriver à rire sur un sujet pareil. Et Dilemme est très très bon pour ça. Ouais, mais on rappelle qu'il y a eu plus de 500 morts effectivement dans la bande de Gaza depuis le début de la semaine. On va être très très rapide sur le dernier thème. On voulait quand même évoquer ce retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de l'Organisation internationale de la francophonie. Décision donc annoncée en cette semaine de la francophonie qui est un prolongement de leur volonté de rompre tout lien avec la France. Cette annonce inquiète les étudiants et désole l'OIF. On va faire un tour de table. On ne va pas écouter la porte-parole, mais qui explique sa désolation, effectivement, en rappelant notamment que la francophonie a été créée à Niamey. Donc c'est vrai qu'il y a un symbole qui est fort aujourd'hui. Richard, c'est vrai que c'est une rupture qui s'affirme un peu plus entre ces pays qui sont tenus, d'ailleurs, il faut quand même le dire, par des militaires et l'histoire de la France. Oui, alors je vais être un peu direct parce qu'il se trouve que dans un livre que j'ai écrit sur le bal des illusions français, je me suis attardé sur la francophonie et j'ai écrit, donc je peux le répéter, que si l'Organisation internationale de la francophonie disparaissait, ça n'aurait aucune incidence. Pour moi, c'est fini. La francophonie institutionnelle, elle est terminée. Vous avez certaines émanations... C'est pas un relais d'influence pour vous. Je ne crois pas. Regardez la situation dans laquelle elle est. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. L'OIF est devenu un instrument politique téléguidé. Vous avez à la tête une ministre des Affaires étrangères rwandaise qui est loin de faire le consensus. Vous avez des pays qui ne jouent plus du tout le jeu. Ça intéresse encore quelques pays spécifiques, notamment en Asie, le Cambodge, qui va accueillir le prochain sommet de la francophonie. Mais le Cambodge, c'est loin et c'est pas dans les préoccupations immédiates. Et vous avez par ailleurs et par-dessus des problématiques budgétaires, puisque la France, qui en était le premier contributeur, ça ne vous a pas échappé, a de moins en moins de moyens. Et même un pays comme la Suisse, par exemple, envisage pour des raisons budgétaires de se retirer du financement de TV5. La chaîne francophone, ça fait partie des recommandations que le Conseil fédéral suisse a fait récemment au Parlement en termes d'économie budgétaire. Donc je pense que ce chapitre d'une francophonie institutionnelle perçue comme un levier, comme un instrument, il est terminé. Mais là, c'est quand même une colère qui s'exprime depuis l'Afrique. Gaëtz. En fait, je ne suis pas d'accord avec toi, Richard, parce que... Formidable. Parce que si elle ne comptait pas comme organisation, les trois pays ne se retireraient pas. Et s'ils se retirent, c'est parce que derrière, il y a le chef d'orchestre qui s'appelle la Russie. C'est trois États qui sont plus ou moins sous... C'est vrai, c'est juste. Entre guillemets, sous tutelle russe, on va dire, sans être méchant. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est un formidable outil qui mérite peut-être une modernisation. Ça, je partage. Qui mérite peut-être aussi... un peu plus de, non pas de moyens, parce que ce n'est pas les moyens qui manquent, mais de missions. Il ne suffit pas de dire la francophonie, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est de se doter d'un rôle global au-delà de juste l'usage de la culture de la langue française. Pourquoi ne pas imaginer une plateforme stratégique sans que la France soit forcément dominante, mais à égalité avec les autres pays. Donc ces trois pays qui quittent, c'est pour des raisons évidentes d'influence. Le soft power, c'est très important. Et moi, je pense au contraire qu'il faut non seulement garder, mais moderniser et donner plus de moyens avec une véritable, je dirais, trajectoire et perspective à cette organisation. Sinon, ça fait trop XXe siècle, ça fait trop France-Afrique, ça fait trop la France en position dominante par rapport aux autres. Et c'est ça qu'il faut casser. Oui. Et effectivement, Pierre, peut-être que le Niger, le Burkina Faso et le Mali mettent en lumière ce qui ronronnait un peu trop, quoi. En fait, moi, je pense qu'il sera très intéressant de voir à terme si jamais il y a un changement politique dans ces pays-là, c'est est-ce qu'ils reviendront c'est-à-dire, là, ce sera un révélateur intéressant. En fait, ce qu'il faut voir, c'est... Actuellement, moi, j'avais été assez frappé on peut trouver ça très lointain, mais j'ai été assez frappé que dans les discussions diplomatiques qui précédaient la venue du président ouzbek récemment en France,
il y avait des discussions pour savoir est-ce que ça vous intéresserait de rejoindre la francophonie. L'Ouzbékistan, le nombre de locuteurs du français, on n'est pas très haut. Et donc, en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, on a des membres de la francophonie qui quittent la francophonie pour des accords politiques. On en a d'autres qui pourraient s'en rapprocher, hypothétiquement, par affinité politique, parce que le contexte géopolitique se prête à un rapprochement entre la France et l'Asie centrale. On va avoir un sommet entre l'UE et l'Asie centrale prochainement. Donc, est-ce que ça va devenir une espèce de club affinitaire politique, ou est-ce que ça peut conserver? Alors, il ne faut pas caricaturer, ça va le rester. Et la France, d'ailleurs, porte ce discours-là et veut investir sur l'espace francophone, particulièrement en Afrique, qui est l'endroit où la population francophone va le plus augmenter. Je crois qu'on va passer à un demi-milliard, 600 millions d'habitants à l'horizon 2050, c'est considérable. Mais là encore, est-ce que c'est à la main de l'organisation de la francophonie? D'où l'importance de définir une trajectoire, Gaëtz, d'un mot, parce qu'on passera à Nicolas ensuite. D'un mot, non seulement c'est très important, la francophonie, et notamment le continent africain, parce que c'est le continent de l'avenir, c'est le continent de demain. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Pierre, mais c'est dans ce sens-là, pas uniquement démographiquement, mais aussi économiquement. Mais c'est surtout très important pour le rapport Nord-Sud, le dialogue Nord-Sud, le dialogue entre les puissances du Nord, et puis ce qu'on appelle le Sud global, où certains pays peuvent être très proches de ces puissances émergentes. Et nous, on a besoin d'être, au contraire, présents partout. Et donc, il ne faut surtout pas dissoudre ou casser le mécanisme, au contraire, le moderniser. Ça, c'est fondamental pour moi. Nicolas, ça a inspiré tout de même vos dessinateurs, la francophonie? Bien sûr. Ouais, super. C'est pas toujours le cas, la francophonie, l'écologie. Je commence par un dessin de Derkaoui, dessinateur marocain, qui est un dessin qui se passe de commentaires, qui est très visuel, je trouve. Il a détourné le logo. On ne sait pas où cette roue va tourner. Est-ce qu'elle va se remettre ou est-ce qu'elle ne va se défaire complètement? C'est ça qui est intéressant dans un dessin, c'est qu'il vous montre un instant T, mais c'est à vous d'imaginer ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Et puis je termine par deux dessins rigolos. Un de Dilemme, le Niger, le Burkina, le Mali quittent la francophonie. Ça mérite un Molière, puisqu'évidemment, c'est la langue de Molière. Et on voit que ce sont des larmes de crocodile de la part de la France, d'après ce que pense Willem, qui est toujours rigolo. Et puis, je termine par un autre dessin, beaucoup plus premier degré, mais qui m'a beaucoup fait rire, de Rodot. Organisation pour la francophonie, Niger-Burkina part, fini l'imparfait du subjonctif, et les accords à très à voir. Voilà. Et je renvoie à votre livre qui s'intitule comment? Le bal des Richard. illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. Merci beaucoup Richard, merci Nicolas, Gaëtz et Pierre, merci à vous d'être venus ce soir dans une semaine dans le monde. Vous restez avec nous, c'est à retrouver évidemment sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. Je vous dis dans un instant pour continuer à suivre l'actualité.